Épisode 2. François Pinault, de la Bretagne au luxe mondial. Je suis Caroline Bonneau, fondatrice du cabinet Arturo Wealth Management et de la chaîne YouTube Caro Gestion Privée, dédiée à l'univers du patrimoine, de l'investissement et du succès entrepreneurial. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de Destin de fortune, je vous propose de plonger dans l'extraordinaire parcours de François Pinault, de ses humbles origines bretonnes jusqu'à son empire du luxe mondial. Nous verrons comment, parti de rien, cet entrepreneur au flair exceptionnel a bâti au fil des décennies un véritable conglomérat international, mode, vin, art, médias, qu'il gère aujourd'hui à travers sa holding Artemis. Avant de commencer l'histoire de ce self-made man français, je vous invite à vous abonner à Caro Gestion Privée sur YouTube. Vous y trouverez de nombreuses ressources pédagogiques sur le patrimoine, l'investissement, l'art et l'entrepreneuriat qui complètent parfaitement ce podcast. N'hésitez pas non plus à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Nous abordons désormais la vie fascinante de François Pinault, de son enfance en Bretagne à la création de son empire du luxe. Enfance et formation. François Pinault est né le 21 août 1936 à Changéraud, un petit village rural des Côtes-d'Armor en Bretagne. Issu d'une famille paysanne modeste, son père était marchand de bois. Au sein de cette famille bretonne catholique, il a grandi dans une atmosphère rurale simple où l'on parlait encore galop à la maison. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve de caractère et de courage. Selon un récit, pendant l'occupation nazie, il apportait clandestinement de la nourriture à des soldats alliés cachés près de chez lui, défiant ainsi les forces allemandes. Cette anecdote illustre déjà la détermination à toute épreuve qui le caractérisera plus tard. À 11 ans, François Pinault est envoyé en pension au lycée Saint-Martin de Rennes, mais il quitte l'école à l'âge de 16 ans pour rejoindre son père dans la scierie familiale. Il complète alors sa formation dans le métier du bois, en suivant des cours au lycée des métiers du bois de Luchon. À 18 ans, comme de nombreux jeunes de sa génération, il s'engage volontairement dans l'armée et part servir en Algérie entre 1956 et 1958. Sous les obus à Blida, il exerce comme artilleur, expérience militaire qui, dit-on, l'a endurci et responsabilisé. De retour en Bretagne en 1958, il réintègre l'entreprise familiale de bois avec un tempérament déjà tourné vers l'aventure entrepreneuriale. Début dans le négoce du bois. Après le décès de son père en 1959, Pinault prend un tournant décisif dans sa vie professionnelle. Grâce au soutien du Crédit Lyonnais et à l'appui de son beau-père, il rachète en 1962 l'entreprise de négoce de bois familiale qu'il rebaptise Établissement Pinault. Il se lance alors dans l'exportation. Pour gagner du marché, il n'hésite pas à louer un petit avion et à faire appel à un pilote pour démarcher lui-même des scieries du nord de l'Europe, écumant ainsi la France et l'Europe du Nord à la recherche de fournisseurs et de clients. Peu à peu, sa société s'éloigne des intermédiaires classiques et négocie directement avec des scieries étrangères, ce qui lui permet de faire grimper rapidement le chiffre d'affaires. En 1969 déjà, Pinault importe près de 35 000 mètres cubes de bois du Nord. Sa stratégie agressive de guerre des prix et de conquête de marché fait de son entreprise un empire du bois régional en quelques années. En parallèle, sa vie personnelle évolue aussi. En 1970, François Pinault épouse Mary-Yvonne Campbell, une antiquaire rennaise, qui va considérablement élargir ses horizons. Par son mariage avec Mary-Yvonne, il pénètre le monde de l'art, une dimension qui ne le quittera plus et qu'il cultivera tout au long de sa carrière. Mary-Yvonne lui apporte également une belle-fille, Florence Roger Spinault, issue d'une précédente union, faisant de lui un patriarche bientôt à la tête d'une famille recomposée. Premières acquisitions majeures. La fin des années 1960 et le début des années 1970 marquent un tournant décisif dans la carrière de Pinault. Dès 1970, face à la pression de ses créanciers, il est contraint de céder son entreprise de bois à la holding britannique Venesta pour 25 millions de francs. C'est alors qu'il réalise un coup financier retentissant et précurseur. Il investit 300 000 francs sur le marché du sucre à la Bourse de Paris. Quand les cours du sucre explosent en 1974, sa petite mise se transforme en une plus-value de l'ordre de 100 millions de francs. Grâce à cette manne inattendue, il rachète sa propre société,
alors au bord de la faillite, pour seulement 10 millions de francs. Ce pari spéculatif audacieux sur le sucre, qui multiplie ses fonds par près de 300, est devenu une anecdote célèbre, illustrant l'audace et la vision de Pinault. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire étonnante? L'audace financière et la capacité à saisir une opportunité peuvent transformer radicalement une situation. C'est exactement ce genre d'histoire inspirante que je partage sur Caro Gestion Privée, ma chaîne YouTube. Si vous trouvez cette histoire motivante, je vous invite à vous abonner à Caro Gestion Privée pour découvrir d'autres récits de réussite et de stratégie patrimoniale. Ayant retrouvé une assise financière solide, Pinault anticipe le premier choc pétrolier, 1973. Pressentant la crise à venir dans le secteur du bois, il résilie rapidement la plupart de ses contrats d'importation. Quand les prix du bois s'effondrent quelques mois plus tard, il profite de la guerre des prix pour racheter à moindre coût plusieurs de ses concurrents en faillite. Entre 1978 et 1992, il se spécialise par la suite dans le redressement d'entreprises industrielles défaillantes, en constituant une équipe dédiée qui reprend plus d'une soixantaine de sociétés en difficulté dans le bois et le papier. Ces opérations lui valent le surnom d'araignée du secteur du bois. Là où d'autres investissent dans la croissance, Pinault investit dans le sauvetage, en rachetant souvent des entreprises moribondes, les restructurant et les revendant ou fusionnant avec ses activités de base. Virage vers le secteur du luxe. Dans les années 1980 à 90, Pinault amorce un virage stratégique majeur. Il diversifie son groupe vers la distribution et le commerce de détail. À partir de 1988, sous l'égide de son holding Pinault SA, il lance une politique d'acquisition tous azimuts. En 1989, il achète notamment le groupe CFAO, Commerce et Logistique, le groupe Rexel, matériel électrique, et plusieurs enseignes de distribution générale. Au début des années 1990, il s'attaque au haut de gamme. Son groupe rachète la chaîne de grands magasins de luxe Printemps. Puis il fusionne Pinault SA avec la société de vente par correspondance La Redoute, créant ainsi le groupe Pinault Printemps Redoute, PPR. La Fnac, enseigne historique de culture et d'électronique, entre aussi dans l'escarcelle de Pinault. Il en prend le contrôle majoritaire. Simultanément, François Pinault crée la holding Artemis en 1992 pour regrouper ses participations extra-luxe. Cette holding familiale finira par détenir des actifs très diversifiés, presse, sport, vin, nous y reviendrons plus loin. Le véritable tournant luxe se produit à la fin des années 1990 et au début des années 2000. En 1999, PPR fait un coup d'éclat en acquérant 40% du capital de Gucci, la célèbre marque italienne de maroquinerie et mode. La même opération permet à Pinault de prendre le contrôle total de Sanofi Beauté, devenue propriété de PPR, qui possédait notamment la maison Yves Saint Laurent à ISL. Ces achats phares marquent l'entrée de PPR dans le club très fermé des conglomérats du luxe. Dans les années qui suivent, sous la direction de son fils François-Henri Pinault, le groupe se recentre définitivement sur le luxe. La plupart des activités non luxe sont progressivement cédées. En 2013, PPR est rebaptisé Kering, devenu aujourd'hui l'un des leaders mondiaux du luxe français. Le groupe Kering contrôle désormais des marques prestigieuses comme Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Boucheron, Alexander McQueen. Kering figure depuis dans le CAC 40, preuve de l'ampleur acquise par le conglomérat. L'arrivée de Pinault dans le secteur du luxe a même déclenché des rivalités au sommet avec Bernard Arnault, patron de LVMH, tant la bataille pour Gucci a été âpre. Stratégie patrimoniale et intérêt personnel. Au tournant des années 2000, après avoir posé les bases d'un empire industriel, François Pinault se consacre davantage à la gestion de son propre patrimoine et à ses passions personnelles. En 2003, il cède la gestion courante de Kering, alors Pinault Printemps Redoute, à son fils François-Henri et quitte la présidence d'Artémis. Loin de se retirer, il se concentre sur sa collection d'art contemporain, devenue sa grande passion. Chacun de ses actes d'homme d'affaires est teinté de sa passion pour l'art. On estime aujourd'hui la valeur de sa collection à environ 1,5 milliard de dollars. François Pinault n'a pas lésiné sur les moyens pour partager cette passion. Il a transformé Venise en une sorte de capitale de l'art contemporain privé.
le Palazzo Grassi et la Punta della Dogana, deux somptueux palais vénitiens, abritent ses collections sous le label Pinol Collection. Par exemple, le Palazzo Grassi au bord du Grand Canal est entièrement dédié à des expositions d'art contemporain financées par François Pinault. Dans ces lieux, ses œuvres côtoient des noms majeurs de l'art du XXe siècle, Andy Warhol, Mark Rothko, etc., ce qui contribue à façonner son image de grand mécène moderne. La Punta della Dogana, un ancien dépôt douanier à l'entrée de la lagune de Venise, a été réhabilitée en 2009 pour accueillir également les collections de Pinault. À Paris, enfin, en 2021, la Bourse de commerce, ancienne Halle au blé, a rouvert ses portes sous forme de musée d'art contemporain Pinault, un projet qu'il décrit comme un musée ouvert à toutes les formes d'interdisciplinarité. En parallèle de l'art, la holding Artemis regroupe des investissements variés. Pinault possède ainsi le magazine Le Point et d'autres médias, presse économique, le Stade Rennais FC, club de football de sa région, la compagnie de croisière Ponant, ainsi que le prestigieux Château Latour, un des plus grands crus bordelais. Il est également propriétaire de la maison de vente aux enchères Christie's à Londres. Ces différentes branches illustrent sa stratégie patrimoniale personnelle, diversifier les actifs de façon à bâtir un patrimoine durable, entreprises, médias, art, vin, sport. Malgré son extrême richesse, François Pinault reste discret sur sa vie privée et mène ses projets en coulisses, sans ostentation. Anecdote captivante. La vie de François Pinault est jalonnée d'anecdotes surprenantes qui révèlent son caractère. Jeune prodige, l'histoire veut que, durant son enfance bretonne sous l'occupation, il n'hésitait pas à approvisionner les soldats alliés cachés dans la région en leur apportant de la nourriture. Lorsqu'un patrol allemand est tombé sur lui et son père, les deux ont été torturés sans rien révéler. Cet épisode montre son sang-froid et sa détermination hors du commun dès son plus jeune âge. Aventurier de la finance, le pari sur le sucre en 1973 est sans doute l'anecdote la plus fameuse de sa carrière. Avec seulement 300 000 francs d'économie, il avait pris position sur les matières premières à un moment critique, transformant cette somme minime en un gain de plus de 100 millions en quelques mois. Cette opération audacieuse reste une leçon de prise de risque calculée pour tout investisseur. Patron discret et généreux, François Pinault est aussi réputé pour son goût pour le secret et la simplicité. Quand la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé en 2019, il a offert aux autorités françaises une donation exceptionnelle de 113 millions d'euros pour sa reconstruction. Ce geste, médiatiquement moins exposé que celui de certains autres milliardaires, témoigne pourtant de sa volonté de soutenir le patrimoine national et de contribuer discrètement au bien public. Enseignement clé. Le parcours de François Pinault recèle plusieurs leçons clés pour un investisseur ou entrepreneur en herbe. Commencer petit, viser grand, parti d'une scierie familiale modeste, il a construit un empire grâce à la persévérance et à l'application de stratégies industrielles efficaces. Son exemple montre qu'on peut bâtir une grande fortune depuis des débuts très humbles. Anticiper et oser prendre des risques calculés, Pinault a su déceler les ruptures économiques, chocs pétroliers, tendances du marché, et jouer en amont, comme avec sa spéculation fructueuse sur le sucre. Oser s'exposer aux risques avec prudence et anticipation peut rapporter gros. Diversifier ses activités, son passage du bois au commerce de détail puis au luxe, ainsi qu'à l'art et au vin, illustre l'importance de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il a su réinvestir ses gains dans de nouveaux secteurs porteurs, tout en créant la holding Artemis pour structurer son patrimoine familial. Long terme et patrimoine. Pinault n'a pas cherché la gloire à court terme, mais a préféré bâtir un patrimoine durable. Entreprise, biens culturels, immobilier, en préparant la relève, passage de relais à son fils en 2003. Cette vision patrimoniale est un enseignement pour quiconque souhaite construire un héritage financier pérenne. Mécénat et passion comme moteur, enfin, pour lui comme pour tout investisseur sensible à l'art et au patrimoine, allier business et passion peut être source d'enrichissement personnel. Pinault montre qu'investir dans l'art, lui-même une forme de patrimoine, peut devenir une vocation et offrir un impact culturel majeur. En conclusion, François Pinault est l'archétype du self-made man à la française.
Parti d'une scierie bretonne, il a fait fructifier son entreprise par des choix audacieux, pour devenir un poids lourd du luxe mondial et un grand collectionneur d'art contemporain. Son destin enseigne que la persévérance, la vision long terme et l'adaptabilité aux changements de marché peuvent transformer de modestes débuts en succès financiers colossaux. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré à François Pinault. Si cette plongée dans son histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à Caro Gestion Privée pour ne pas manquer les prochains épisodes des Destins de Fortune, ainsi que toutes nos analyses sur la gestion de patrimoine, l'investissement et l'entrepreneuriat. Vous y trouverez d'autres parcours inspirants, mais aussi des conseils pratiques pour faire fructifier vos propres projets. À bientôt dans un nouveau podcast.